Avec le réchauffement climatique, les étés vont être plus secs et plus chauds. Alors évidemment, ça fait une jolie carte postale, sauf que chaleur et sécheresse ne font pas bon ménage. C'est même un cocktail explosif qui favorise le déclenchement et la propagation des incendies de forêt. Des incendies qui menacent nos habitations. « 2022, la France sous les flammes. Cet été-là, les incendies se multiplient partout sur le territoire. En Gironde, mais aussi dans l'Aveyron, en Bretagne, dans le Jura, les Vosges, les Yvelines. Des territoires auparavant épargnés par les feux de forêt. Heureusement, ces feux hors normes n'ont fait aucune victime. En revanche, des dizaines de maisons ont été détruites par les flammes, comme celle de Patrice en Gironde, dans la commune de Belin-Béliais. Là, il y avait une cabane où je rangeais mes outils. Ici, c'était le garage. La partie des parents, avec la chambre, la salle de bain et le dressing. Patrice habitait ici, en lisière de forêt, depuis 8 ans. Évacué durant les incendies, il revient constater l'ampleur des dégâts. Allez, un sac de couchage, un lit de camp et la tente. Donc du coup, on se dit, allez, c'est pas grave, demain on est retour, on donne à manger au chat et puis on reviendra régulièrement. Donc le lendemain, je reviens et là, je découvre. C'est la machine à laver? Sèche-linge. Wow. Hygiène, sèche-linge, il prenait de la place. Et si à l'avenir, nous étions de plus en plus nombreux à vivre le cauchemar de Patrice? Certains en doutent. Ils se disent que l'été 2022 n'était peut-être qu'une exception. Après tout, il faut remonter à 2003 pour voir autant d'hectares de forêt détruits par les flammes. Autre argument avancé par ceux qui doutent, les étés 2023 et 2024, plus humides. Sauf que les apparences sont trompeuses. Avec le réchauffement climatique, Météo France estime que les surfaces forestières sensibles aux incendies qui apparaissent sur la carte, ça, c'est la situation actuelle. Ces surfaces vont augmenter de 30% et s'étendre davantage vers le nord. Plus de 2 millions d'habitations construites en bordure de forêt seront exposées à ce risque. Alors, comment les protéger ? La première parade, c'est de débroussailler. C'est même obligatoire pour les propriétaires qui habitent près d'une forêt. Comme ici, dans l'Hérault, au nord de Montpellier. Les autorités vérifient régulièrement que cette obligation est bien respectée. Donc on voit bien effectivement la zone débroussaillée là. Les gens ont déjà pas mal travaillé là, ça se voit que... Oui, on s'en aperçoit bien quand même. Alors. Ouais, on voit bien la bande nettoyée. Habituellement, cette tour de guet sert à détecter les départs de feu. Aujourd'hui, Marie-Ève, agent de l'ONF, et Alexandre, policier, l'utilisent pour vérifier que les propriétaires ont bien débroussaillé. On voit aussi la maison rose là-bas. Oui, avec cette fameuse langue qui s'y met dessus. La langue de végétation qu'il faut qu'on aille voir aussi, parce que cette zone de pin là, elle me fait peur là. Ouais, donc on verra. Elle est potentiellement dangereuse, donc on verra là. Ouais. Alors, et puis là aussi, il faut y faire super gaffe, quoi. C'est quelque chose. Comme il y en a autour de toutes les maisons, c'est ça qui fait pénétrer le feu en fait à l'intérieur, quoi. Et ça peut aller loin et faire des gros dégâts, quoi. Le feu adore ça. Ouais. Et il faut absolument qu'on aille voir de ce côté-là. Nos deux contrôleurs ont du pain sur la planche. Car même si les propriétaires sont de plus en plus conscients du risque de feu... Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, l'Office national des forêts, la police municipale. On vient concernant les obligations légales de débroussaillement. Moins d'un tiers d'entre eux débroussaillent correctement leur terrain. Est-ce que vous voulez qu'on aille en parler sur place, déjà, de ce qu'il y a à faire? Oui, bien sûr. Le gros problème ici, ce sont ces pins, beaucoup trop proches. En cas d'incendie, ils menacent directement l'habitation. On est à une trentaine de mètres, c'est pas suffisant pour qu'un pompier puisse intervenir.
Donc effectivement, il vous faut éliminer certains arbres, les mettre à distance et élaguer les sujets que vous allez conserver. Enlever les... Le plus éloigné, il est à 30 mètres, il reste encore 20 mètres. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui. La règle est très précise. Il faut débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de son habitation. 50 mètres, ça ne sort pas du chapeau. 50 mètres, c'est la distance à laquelle un pompier harnaché commence à ressentir la douleur liée à la chaleur. Donc en fait, quand on vous dit qu'il y a trop d'arbres, c'est bien pour permettre aux pompiers de venir protéger votre maison ici. En l'état actuel des choses, ça, ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas venir ici, ils ne tiendront pas. Donc vous voulez que je coupe les arbres là? Il faudrait les mettre à distance. Donc tous les habitants ici, là, donc il faudrait que tous les arbres qui sont à peu près, il faudrait qu'ils les ratiboisent. Ce propriétaire est surpris, et on le comprend, car ces pins ne se trouvent pas sur sa parcelle. Mais le fameux rayon de 50 mètres autour de votre maison comprend aussi les arbres situés en dehors de votre terrain. C'est bien à vous d'intervenir, pas au propriétaire de l'espace naturel. Donc c'est bien celui qui amène le risque, qui a la construction, c'est lui qui amène le risque par rapport à l'espace naturel. Donc c'est à lui de faire l'effort de se mettre en protection. L'État fait tout le reste. Les vigiles été, les pompiers, tout le dispositif, ça coûte très très cher. Il y a un arsenal impressionnant. Donc c'est l'effort qu'on vous demande de faire. Voilà. Qui peut être considérable, je l'entends. Évidemment, voilà, il y a des pins qui sont trop près, il faut les enlever, donc je sais pas, ça doit faire 500 € le pain. Tout à fait. On touche le nœud du problème, effectivement. Je vous entends, mais c'est complètement illogique. Il faut accepter, au niveau de la mairie, de donner des terrains qui soient constructibles. Ça, je vous laisserai voir avec la mairie si vous voulez agir avec eux pour pouvoir faire les travaux. Mais en tout cas, sachez qu'en l'état, vous êtes hors la loi. C'est 200 € d'amende. La première fois. Après, si on repasse en contrôle et que c'est pas bon, sachez que ça peut aller jusqu'à 50 € du mètre carré non réalisé. C'est vous qui êtes verbalisable, ni la mairie, ni personne d'autre, c'est vous. Et c'est votre maison qui est en danger. Et votre vie, et potentiellement celle des pompiers qui vont venir défendre votre maison. Même s'ils trouvent ça injuste, pour se mettre en conformité, les habitants de ce quartier devront faire abattre des pins à leurs frais. La règle, laisser un minimum de 5 mètres de houppier à houppier. Ça vous paraît fastidieux, mais le feu ne vous fera pas de cadeau. Comme nous l'explique Fabien Brocchiero de l'ONF. Le problème du feu, il part toujours du sol. Donc un feu va partir ici, là. En bas, on va avoir une étincelle, une flamme dans de la matière sèche, ça pourrait être de l'herbe. Ici, là, on a des aiguilles de pin qui sont sèches. Va se propager petit à petit, progressivement dans les branches basses des arbustes. Monter ensuite dans les arbustes un peu plus grands. Pour finir, et là, on voit bien des aiguilles, comme on avait au sol, perchées dans l'arbuste. Et ça va permettre donc au feu de progresser en hauteur pour se propager jusqu'en haut des arbres. Et donc là, on va avoir un feu total, un embrasement total depuis le sol jusque dans la cime des arbres. Il faut couper tout ce qui est ligne bas. Les arbustes vivants, mais aussi les morts. Vous allez couper aussi ces arbustes-là, ainsi que ceux-là. Donc un feu qui prendrait naissance au sol, il n'aurait plus rien à manger, on va dire, et donc il continuerait à se propager, mais avec une beaucoup plus faible intensité. Pensez également à élaguer les arbres jusqu'à 1/3 de leur hauteur. Toujours pour que le feu reste au sol et ne grimpe pas à la cime. Bien débroussailler, c'est donc souvent une tâche colossale. Combien cela va-t-il vous coûter? Sur un premier débroussaillement, si on a une maison isolée en forêt, il y a un peu plus de 7000 m² à faire, donc c'est pratiquement l'équivalent d'un terrain de football. Quand on n'a rien fait au début, il vaut mieux prendre une entreprise, c'est quelques milliers d'euros. Et ensuite, l'entretien pourra être réalisé la majorité du temps par les particuliers, par les propriétaires des constructions.
Les statistiques sont formelles. Une maison dont le terrain est correctement débroussaillé a beaucoup moins de chances de brûler, 3 fois moins. Mieux, elle a 90% de chances de rester indemne, même si les pompiers n'interviennent pas. Alors pour savoir si votre maison est concernée par cette obligation, vous pouvez consulter le site géoportail.gouv. Vous entrez votre adresse, la maison et la parcelle apparaissent à l'écran. Puis vous allez dans le menu Carte à gauche de l'écran. Vous cliquez sur Risque, puis sur l'onglet correspondant aux zones qui ont l'obligation de débroussailler. Si votre maison apparaît sur une zone rose, vous devez le faire. Attention, même si vous n'habitez pas dans le sud de la France, vous pouvez être soumis à cette obligation car, on l'a vu, les incendies se déclenchent de plus en plus au nord de l'arc méditerranéen. L'Office national des forêts, la police municipale, on vient pour sensibiliser concernant les obligations légales de débroussaillement. Au-delà des terrains mal débroussaillés, des arbres mal élagués, il y a un danger qui, dans les lotissements, menace beaucoup plus directement votre maison. Ah, vous avez un beau jardin. Ouais, vous avez un beau jardin. Ce sont les haies. On est en limite avec l'espace naturel. Votre haie monte à plus de 2 mètres de haut. Ah oui. Elle est très large par rapport à l'espace naturel. Vous voyez, ça transmet le feu jusqu'au cœur de l'espace urbain. Donc en l'état, elle est potentiellement dangereuse pour vous, pour votre voisin. Donc pour nous, tout ce qui dépasse 2 mètres, 3 mètres de haut, on est déjà sur une rangée d'arbres. En plus, on est sur du résineux. Vous avez des bidons d'essence à côté de la maison. Ah, carrément. Ouais. Je le vois, c'est quand même beaucoup trop haut. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est sûr que j'ai sur pas voulu la rabattre parce que bon, c'était comme ça et que je savais pas tout ce que je suis en train d'apprendre. Les flammes, sur 1,50 m, ça monte à 6 mètres. Là, on est sur du résineux. Vous imaginez bien que ça va dégager une puissance. Véhicule à côté, bon, je vous fais scénario catastrophe, mais c'est à peu près ce qui se passe quand il y a un incendie. Voilà. C'est ça. Les haies, elles sont bien utiles pour se cacher du regard des voisins. Mais en période de sécheresse, elles s'enflamment à la moindre flamèche. Regardez ces images captées par une caméra de surveillance. Cet homme écrase une cigarette directement dans sa haie. Grosse erreur. 6 heures plus tard, en pleine nuit, la cigarette mal éteinte déclenche un départ de feu. La haie s'embrase en quelques secondes. Heureusement, plus de peur que de mal, le feu sera contenu. À quelle distance de la maison faut-il planter une haie? Et y a-t-il des espèces plus ou moins inflammables? Nous allons le découvrir en Corse, grâce à une expérience grandeur nature. Sur les hauteurs de Corté, cette jeune femme allume volontairement des incendies. Virginie est chercheuse. Sur ce site d'expérimentation unique en Europe, elle va tester le comportement de cette maison face à un feu de haie. Bon, celui-ci, je l'emmène? Allez. Allez. Première étape, construire une haie. Faut pas que j'en perde en route, hein. C'est très mieux. Ça, c'est du cyprès, ça sent bon d'ailleurs. Ça sent bon. Le problème, c'est que ça brûle fort et que ça brûle longtemps. Et de manière assez intense. Et on va voir un peu ce que ça va donner sur la maison. Mais là, c'est vrai qu'on essaye d'avoir des essences qui sont dans les jardins des gens. Le pire qu'on a testé, nous, je pense que c'était le bambou. On a envoyé des brandons. C'est des particules qui vont s'envoler et qui vont pouvoir ensuite rallumer plus loin le feu, jusqu'à plus de 20 mètres de la maison. Donc ça peut propager d'une maison à l'autre, d'un lotissement à l'autre, voire même des fois à des kilomètres. On l'a compris, évitez les haies en cyprès ou en bambou. Virginie, est-ce qu'il y a des essences à privilégier plutôt que... Les feuillus quand même vont brûler moins longtemps et moins intensément. Donc il vaut mieux mettre des feuillus et enlever toutes les feuilles qui tombent. Voilà, ça veut dire entretenir sa haie. C'est ça.
Allez, je continue. Hop. On vous embauche. Hein. Allez. Donc là, on a reconstitué notre haie de cyprès qui fait à peu près 1 mètre de hauteur. Exactement. C'est pas très haut, ça, 1 mètre. Non, mais c'est pour avoir la distance réglementaire. Si vous avez une haie de 1 mètre, il faut 3 mètres. Si vous avez une haie de 2 mètres, il faut 6 mètres entre votre haie et votre maison. D'accord. Donc il faut réfléchir à quand ça pousse. Eh oui. 1, 2, 3, grosso modo. C'est ça. Ouais, on est dans les réglementations. OK. Virginie ne s'intéresse pas uniquement aux haies. Elle étudie aussi la résistance de nos maisons, et en particulier de nos fenêtres, qui sont souvent des portes d'entrée pour les flammes. Et donc là, c'est la maison. Une maison un peu particulière. Hein, on voit bien, il y a 3 fenêtres qui sont juste à côté les unes des autres. C'est ça. J'ai pas ça chez moi. Hein. Non. Et en fait, ce qui est surtout particulier, c'est qu'elles sont faites de matériaux différents. On a mis un volet ici en bois, un volet en PVC, et on a laissé la fenêtre en PVC sans rien, pour un peu voir ce que ça va donner lorsque le feu va arriver sur la maison. Mais vous avez envisagé plusieurs cas de figure. C'est ça, parce qu'en fait, normalement, quand on a un risque d'incendie, sauf si les pompiers vous disent d'évacuer, mais on doit rester dans la maison. D'où l'intérêt d'essayer différents types de matériaux pour voir ce qui va résister le mieux. Pour que la maison constitue le meilleur refuge. Exactement. Alors là, il est 10h pile. On va mettre le feu. Antoine, tu peux y aller, top. C'est parti. Antoine va allumer donc la frisure qui simule des gens qui auraient débroussaillé mais qui n'auraient pas enlevé l'herbe qu'ils ont coupée. La maison est installée comme si elle était sur une colline finalement. Exactement. On a fait exprès d'avoir une pente pour que le feu soit plus intense. On voit que la flamme va s'accélérer au fur et à mesure, donc on voit vraiment l'effet de la pente. Et ça monte très vite. Oui, ça monte très très vite et là on voit la haie qui s'allume et on sent la chaleur. Hein. Et on entend. Ouais. Et ça y est. Et là, on sent le feu. Hein. Et là, ça chauffe très vite. Là, c'est très intense. On va voir que là, avec le peu de vent qu'il y a, on a quand même les flammes qui sont très hautes. On a des flammes qui se couchent sur la maison et qui vont lécher la toiture. Là, voilà, ça y est. Le feu fait des rouleaux et on voit qu'on a, même à 3 mètres de la maison, on a la flamme qui va venir au plus proche de la maison. Il n'y a pas de gouttière là, mais on imagine que s'il y avait des gouttières, elles seraient impactées par les flammes. On voit vraiment l'intérêt d'avoir des gouttières en métal, du zinc par exemple. Si ça avait été en plastique, elles auraient pu fondre, voire s'allumer. Et en plus, si on avait laissé par exemple des aiguilles de pin ou des feuilles dans les gouttières, là clairement ça se serait allumé. Ça brûle très vite. Hein. Ça brûle en règle générale moins de 2 minutes parce que la végétation ça a cet avantage de brûler intensément mais assez rapidement. Par contre, c'est sûr que si vous avez votre tas de bois, votre mobilier, même une terrasse en bois, ça aurait pu s'allumer et faire beaucoup plus de dégâts et aussi de faire carrément rentrer les flammes dans la maison si une vitre venait à casser. On voit que ça tient à très peu de choses, mais oui. Que grâce quand même à certains gestes, certains comportements, on peut quand même protéger l'habitation qui, rappelons-le, doit servir de refuge en cas d'incendie. On rappelle les 3 précautions essentielles. Tenir à distance sa haie, minimum 3 fois sa hauteur. Pensez à nettoyer la toiture, ainsi que les gouttières. Ne pas stocker du bois, du mobilier inflammable près de votre maison. Reste un dernier point à surveiller, les fenêtres. Ça fume encore un peu. Hein. Et bien là, on voit vraiment qu'au niveau du volet, on a vraiment brûlé le volet en PVC. Là, il n'y a pas de doute, le volet s'est allumé. Quelle température il y avait à ce niveau-là à peu près? Ça commence à se déformer à 80, donc là, on a bien dépassé. Je pense, oui, au moins 150 voire 200 degrés, c'est sûr. Et on voit que ça a gonflé. Oui, ça gondole, ça brûle. Et en plus, ça émet des fumées qui sont vraiment dégueulasses. Côté bois? Côté bois, on voit qu'il a mieux résisté. Donc on voit vraiment, déjà entre le PVC et le bois, il vaut mieux privilégier le bois. C'est un peu contre-intuitif les volets en bois parce qu'on se dit s'il y a un incendie, le bois va prendre feu, alors qu'on voit quand même bien qu'il
il a été beaucoup moins attaqué que le PVC. Un coup de ponçage et on peut recommencer Oui. avec ce volet. Qu'est-ce que ça a donné du côté où il n'y avait pas de volet? Alors ici, bon, déjà la vitre a résisté, mais en règle générale, on arrive quand même à casser des vitres quand on a un peu plus de vent. Par contre, c'est souvent la première vitre qui casse. C'est pas la deuxième, donc d'où l'intérêt d'avoir du double vitrage. Parce que même si la première casse, vous êtes quand même protégé, il n'y a pas ce feu qui peut rentrer dans la maison. Et oui, parce que si une vitre casse, eh bien, c'est un risque que des brandons pénètrent dans la maison, touchent les rideaux. Exactement. Et là, c'est terminé. Ouais. Ok. Donc, très important quand un feu se déclenche, de fermer ses volets. Exactement. Je sens le barbecue. Protéger nos maisons contre les incendies de forêt, c'est bien. Les éviter, c'est mieux. 90% des départs de feu